Oh non! Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Eh bien, les carottes ne sont pas cuites parce que pendant que l'on s'agite, et avec raison, sur les gilets jaunes et le gouvernement, il y a une entreprise de sape en profondeur qui se passe et dont on n'a pas parlé, notamment dans le monde du travail. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Eh bien, André Berkoff, on en parle avec votre invité, Philippe Lobjoie, journaliste, reporter de guerre et co-auteur avec Michel Olivier de ce livre, La guerre secrète, l'islam radical dans le monde du travail. C'est publié chez Fayard. Philippe Lobjoie, bonjour. Bonjour. Alors, moi, je vais vous dire, votre livre m'a passionné parce que justement, vous abordez, Dieu sait s'il y a eu des bouquins sur l'islamisme, sur l'Al-Qaïda, sur Daesh, sur les territoires perdus de la République, récemment encore sur la Seine-Saint-Denis, etc., etc. Il y en a eu beaucoup. Ce qu'il y a eu beaucoup moins, et à ma connaissance, pratiquement pas, c'est qu'est-ce qui se passe dans l'islamisme radical et sa tentative, et plus ou moins réussie, d'ailleurs je dirais plus qu'une tentative, une action dans le monde du travail. Et avec Michel Olivier, vous vous êtes penché là-dessus, vous avez enquêté, et d'abord, comment ça s'est passé ? Est-ce que ça a été facile d'enquêter dans les entreprises, les syndicats, les entreprises publiques ou privées ? Comment ça s'est passé ? Pour tout vous dire, on a commencé l'enquête en 2016, au moment, donc juste après les attentats de Nice. D'accord. On a commencé à travailler là-dessus en se demandant qu'est-ce qui étoffait, on va dire, tous ces attentats. Donc c'était plutôt quelque chose de militaire, de stratégique. On voulait savoir d'où ça venait. On n'a pas trouvé grand-chose. À chaque fois, les références, c'est sur le Coran et sur la vie du prophète. Et puis, on est tombé sur les papiers Ben Laden qui avaient été saisis par les Américains, donc qui ont été déclassifiés pour une grande partie, et dans lequel Ben Laden avait écrit de sa main qu'il fallait attaquer la France, premièrement, parce que c'était... Ah oui, la France nommément. La France nommément, c'est-à-dire que c'est nommé précisément parce que c'était le maillon faible, je veux dire, en Europe. Mmh. Alors, évidemment, pour une raison évidente, parce qu'il y avait une grosse population musulmane qui était sur place. Et la deuxième chose, c'est qu'il y avait tout un gros dossier sur le nucléaire français. D'accord. Voilà. Dans les papiers de Ben Laden. Dans les papiers de Ben Laden. Alors, qui sont des papiers, encore une fois, personne s'est vraiment trop penché là-dessus parce que c'est loin, c'est vieux, etc. Mais il y avait pas mal de choses intéressantes. Et en fait, au fur et à mesure qu'on a commencé à travailler, à ce moment-là, il y a eu la tentative d'infiltration en Belgique par l'État islamique, si vous voulez, du nucléaire belge. Ouais. Donc, ils avaient commencé à filmer le responsable principal, etc. Et là, ça s'est arrêté à ce moment-là. Et on dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ouais. Et en fait, en commençant à travailler là-dessus, on a commencé à travailler avec un économiste qui nous a parlé en fait des conséquences économiques à chaque fois quand un pays est touché. C'est des pertes en milliards, si vous voulez, de dollars, d'euros, qui sont bien réelles. Par rapport aux attentats. Par rapport aux attentats. Ça. Donc on a commencé à regarder sur les États-Unis, et en fait on s'est aperçu qu'il y avait quand même une trame qui ressortait à chaque fois. Les pays les plus résilients sont les pays les plus développés, c'est-à-dire qu'en fait ils prennent les attentats en pleine face. Donc pendant 6 mois, 8 mois, l'économie est à plat, l'économie touristique, il y a une sorte d'hébétitude, et ça revient. Par contre, sur les pays sous-développés, entre parenthèses économiquement, qui n'ont que le tourisme, alors là, par contre, ça dure longtemps. C'est le cas de la Tunisie et de l'Égypte. Mais alors, Philippe, comment vous êtes là, parce que comment vous avez de là arrivé au monde de l'entreprise ? Alors voilà, nous, on s'est penché juste après les attentats en disant mais combien ça a coûté en France ? Parce que moi, il y avait toujours ce côté combien ça coûte. Bien sûr, oui. Et là, on a eu des chiffres assez importants. C'est-à-dire que juste après les attentats du Bataclan et surtout de Charlie, il y a eu une perte touristique vraiment importante. Encore une fois, ça a fait la une du monde, mais presque un an après, c'est-à-dire que l'État n'avait pas envie de communiquer là-dessus du tout, parce que c'est 75 millions de touristes qui viennent chaque année en France quand même, presque 80. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, on a commencé à se pencher sur le cas des entreprises en disant mais comment ça se passe ? Parce qu'on avait entendu dire qu'il y avait, depuis 2011, des gens partaient des entreprises pour aller soi-disant faire de l'humanitaire en Syrie. En Syrie, comme par hasard, oui. Et donc on commence à creuser. Et au début, personne s'était rendu compte de ça parce que ça n'intéressait pas vraiment les gens. Et puis on s'est rendu compte que de plus en plus de gens partaient dans des grosses entreprises. Je pense à La Poste, je pense à PSA, enfin des gros groupes, si vous voulez, qui ont vu, je pense particulièrement à la RATP, où il y a eu 100 personnes, si vous voulez, qui ont été nommées. Ça a été, il y a eu une fiche là-dessus. 100 personnes, 100 personnes qui étaient beaucoup, si vous voulez, qui sont partis à ce moment-là pour aller rejoindre l'État islamique, Al-Qaïda, enfin le front Al-Nosra, etc.
Et surtout, c'est que ces gens étaient sur place, mais à un moment, ils voulaient revenir. Alors certains, parce qu'eux, ils n'avaient pas trouvé ce qu'ils voulaient. Est-ce que les entreprises, à l'époque, justement, vous le racontez dans votre livre, ils n'avaient pas pris conscience de ça? Du tout. Et c'est-à-dire que la prise de conscience a été extrêmement compliquée, et les seuls qui avaient la prise de conscience, c'était les responsables sécurité. Et c'est eux qu'on a interviewés, et on les a interviewés au moment où c'était quand même encore chaud, c'est 2016, et ils disent, mais de toute façon, on se sent seul, on a beaucoup de mal à communiquer, donc ils ont créé une sorte de groupe entre eux, où ils échangeaient chaque semaine entre responsables sécurité d'entreprise pour dire, mais toi, comment tu fais dans ton entreprise? Qu'est-ce qui se passe? Pour échanger des nouvelles, des modes opératoires, parce que, encore une fois, vous n'avez pas accès aux fichiers S. Vous ne pouvez pas savoir qui est fichier S, qui ne l'est pas. Oui, on n'a pas accès, les entreprises n'ont pas accès aux fichiers S. Mais alors, justement, Philippe Lobjoie, moi, je recommande évidemment votre livre parce qu'il dit des choses qu'on n'a pas du tout entendues, qu'on n'a pas lues et qu'il faut vraiment connaître. Juste, je voudrais avoir état des lieux, parce qu'on n'a pas le temps de parler de tout, mais état des lieux dans les entreprises. En fait, il y a eu véritablement infiltration voulue, organisée ou pas? Il y a un préfet, un ancien préfet, qui a été coordinateur national du renseignement sous François Hollande et au moment du Bataclan, qui lui, nommément, le dit, il dit, maintenant il s'occupe de l'aéroport de Paris, il dit ça vient de loin. C'est pas quelque chose qui est tombé du ciel. Il dit pas précisément, lui il évoque, on va dire certains groupes musulmans, mais il dit ça vient de loin. C'est pas un truc qui est tombé comme ça. Il dit il y a eu une approche. Alors après ça a été un peu, en marchant ils ont inventé un peu leur mode de fonctionnement. Donc oui, actuellement vous savez il y a entre 15 et 20 000 fichiers S sur la France. Ces fichiers S travaillent. Oui, mais il n'y a pas que des fichiers S pour l'islamisme. Non, mais simplement vous vous rendez bien compte que la plupart des attentats, quand vous regardez à chaque fois, plus des 3/4 étaient fichiers S. Exact. C'était impossible pour un service de sécurité, d'où la nécessité, la complication qu'ont eu la DGSI pendant 2 ans. Il y a eu un retard d'allumage réel, et ils le reconnaissent maintenant, parce que en fait, c'est une mission qui est quasi impossible. Vous ne pouvez pas mettre un policier derrière chaque fichier S. Donc ils savent actuellement que l'histoire n'est pas finie. Pour eux, l'histoire n'est pas finie, même si Raqqa est tombé, Mossoul, l'État islamique est amoindri, etc. Non, au contraire, peut-être ça peut justement... Voilà, eux disent qu'il y a encore, si vous voulez, il y a des réseaux dormants qui existent, qui ont vraiment la tête bien, bien profonde dans le sable, que vous aurez vraiment du mal à détecter actuellement. C'est toute la problématique qu'ils ont pour les années qui viennent. Et nous, en travaillant encore là-dessus, on s'est rendu compte que c'est vrai qu'entre Al-Qaïda et l'État islamique, il y a quasiment 10 ans, il y a 12 ans, si vous voulez, avant que ressurgisse cette entité qui est l'État islamique. Donc vous pouvez imaginer que oui, ça continuera, mais sous une autre forme. Alors, on en a parlé quand il y a eu, par exemple, à la RATP, des gens qui refusaient de prendre la place du conductrice parce que c'était une femme, ou refusaient de lui serrer la main. Il y a eu plusieurs choses comme ça. Est-ce que les DRH, vous en parlez d'ailleurs dans votre livre, les directeurs des ressources humaines, au fond, aujourd'hui, est-ce que les entreprises, en général, ont pris conscience? Alors, vous savez comme moi, si vous voulez, que oui, ils ont pris conscience avec un peu de retard, parce que c'est compliqué de dire oui, mais alors lui, non, mais on peut pas, etc., parce que c'est discriminant, ce qui est une réalité. Accusés de racisme, ils vont être accusés de discrimination au travail et de racisme, c'est une réalité. Simplement, il s'est passé quelque chose d'assez important, c'est non seulement il y a eu une prise de conscience, mais les gens qui travaillent dans les entreprises, et on l'a vu, on a eu des cas comme ça, où d'un seul coup, ils ont quelqu'un à côté d'eux qui a la barbe, le camis, vous voyez, qui a tous les signes extérieurs. Et ben les gens au bureau disaient, moi, j'ai pas envie de travailler à côté de lui. Donc c'était même pas de la discrimination. Les gens en disant, moi, ça me stresse. Et on a eu des avocats qui nous ont raconté, ils ont eu plusieurs clients qui disent, moi, ça me stresse tous les jours de venir au travail, particulièrement après le Bataclan. Et donc, d'un seul coup, l'entreprise, c'était pas elle. Elle disait, écoutez, dans ces cas-là, monsieur, on va vous demander juste de vous mettre, de travailler un peu plus loin, dans un autre bureau. Donc, ils n'ont pas viré les gens, ils les ont juste déplacés. Mais est-ce que ces gens ont attaqué pour discrimination ? Alors, il y en a qui l'ont fait. On a eu un cas en Allemagne où il y a eu la personne a gagné, si vous voulez. Alors, les Allemands ont une autre philosophie. En France, il n'y a pas eu. Parce que d'un seul coup, on s'est rendu compte aussi que les entreprises ont découvert ce qu'on appelle l'esprit d'entreprise, la culture d'entreprise. Et on l'a vu avec une entreprise qui s'appelle Paprec, qui a une charte de la laïcité, qui dit, voilà, nous, peu importe de quelle race vous êtes, religion, on s'en fiche. La culture d'entreprise, c'est Paprec. Donc, voilà, si vous signez chez Paprec, il faut... Et en fait, on s'est rendu compte que pour les grosses entreprises, ça a été la meilleure parade, en fait, face à cette montée, entre parenthèses, communautariste. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, Philippe Lobjoie, que l'équipe France devrait faire, l'entreprise France, enfin, si on veut, devrait faire comme Paprec? Il faut adhérer aux valeurs de la République. Sans ça, il y a des problèmes. C'est exactement ça. On est tout à fait là-dessus. Mais ils ont été mis aussi, Paprec, on a dit, oui, mais quand même, ils sont limites. Vous comprenez, vous ne pouvez pas obliger les gens. Les gens ont le droit d'exprimer leur religion.
Et eux ont dit, bah oui, il n'y a pas de problème, mais il ne faut pas que ça mette en danger les autres employés. C'est ça. C'est aussi simple que ça, en fait. Et en fait, vous parlez, alors, les syndicats, comment ça s'est passé avec les syndicats? Justement, vous en parlez beaucoup aussi. Les syndicats, c'est encore plus simple, mais ça remonte plus loin. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment, dans les années 70-80, ils ont recruté tout le monde, FO, CGT, ont recruté du personnel. Et évidemment, sur les grosses entreprises, je pense à PSA, si vous voulez, où la moitié sont des gens d'origine maghrébine, si vous voulez, ou du Maghreb ou d'ailleurs, ils ont pris tout le monde, si vous voulez. Donc tout le monde est rentré. Et en fait, à un moment donné, et là, il n'y a pas de conspiration, il y a un moment donné, vous êtes nombreux dans un groupe qui s'appelle la CGT ou FO, et vous êtes majoritaire. Donc vous voulez avoir plus de majorité. Et puis tout doucement, et ça, c'est à partir des années 90, il y a eu des revendications religieuses, tout doucement. D'accord. C'est arrivé à ce moment-là en disant prière, oui, mais nous, par exemple, prière, etc., surtout la prière, et alors c'est à la fois dans la nourriture et dans le livre, enfin dans le religieux. Et là, d'un seul coup, la CGT ou FO n'ont pas vu venir, en fait, le problème. Ça s'est accentué. Et à un moment, il y a très peu de temps, si vous voulez, la CGT s'est rendu compte, par exemple, qu'ils étaient quand même... On appelait, par exemple, FO, on les appelait Force Orientale. C'était plus Force Ouvrière. Et CGT a dit, OK, ça suffit. Et Martinez l'a dit, nommément, il a dit, on en a viré 500. Parce qu'à un moment, ça devenait très compliqué. 500 personnes qui ont été virées de la CGT en disant, voilà, on peut plus. Parce que les revendications, ça ne va plus. Et ça devenait très, très... Je pense à PSA en particulier, ça a été très loin, si vous voulez. Donc, c'était des prières dans le couloir, etc. Les gens n'arrivent pas. Et encore aujourd'hui, quand vous parlez avec des responsables sécurité, comme je l'ai pu le faire il y a encore un mois, des grosses entreprises, ils disent, voilà, en effet, il n'y a plus la menace, on ne sait pas s'ils vont faire péter, c'est pas ça. Mais par contre, les revendications au quotidien, sur la nourriture ou sur le religieux, elles sont bien réelles, si vous voulez. Et elles continuent. Et elles continuent, et c'est ce qu'on a dit à la fin. C'est-à-dire qu'en gros, maintenant, c'est plus, c'est plus le fait de tuer son patron qui est le but. C'est par contre essayer de faire du prosélytisme en entreprise pour faire venir à soi des personnes dans le même sens que soi. Et vous l'avez dit vous-même, ils essayent d'ailleurs de que la discrimination s'aggrave pour dire, regardez, vous êtes opprimés, vous êtes maltraités chez ces Français, etc. Ça, c'est un truc qui est très particulier. C'est une théorie, en fait, qui est un peu une théorie victime. Ça a été mis en place par Abou Moussa El-Souri, qui est vraiment le théoricien militaire, d'abord de Al-Qaïda, et ensuite qui a été repris par Daesh. Et lui a dit, voilà, il faut taper l'Europe, particulièrement la France, parce que maillon faible, grosse population musulmane. Il faut faire monter la haine entre les autochtones, donc les Français de souche, et les musulmans, pour que les musulmans se rendent compte qu'ils sont maltraités et qu'ils fassent leur hijra et qu'ils reviennent au pays du Levant. Et c'est une stratégie qui est un peu étrange, mais qui a fonctionné un peu avec Daesh. Est-ce qu'il n'y a pas une autre stratégie, mais je vous pose la question, qui consiste à dire, eh bien, vous savez, même Hollande parlait de partition, de créer des zones différentes, avec des lois différentes, religieuses différentes, en France. Alors, ça c'est le grand sujet, mais alors qui est au-delà du tabou, si vous voulez, parce que malheureusement, on l'a déjà vécu au XVIe siècle avec les guerres de religion, avec les protestants, qui avaient leur place forte, qui battaient monnaie, qui avaient leur armée, et qui étaient soutenus par un pays étranger. Donc on l'a déjà vécu il y a 4 siècles. C'est vrai, les gens le ressortent maintenant en disant, voilà, regardez les banlieues, le trafic de drogue, les armes, etc., etc. Oui, c'est vrai. Après, j'ai un peu de mal à croire qu'on en arrive là, mais encore une fois, l'histoire est tout à fait étonnante. Personne n'aurait pu imaginer ce qui se passe actuellement. Donc, voilà. Et dites-moi, alors justement, vous finissez votre livre et vous parlez de l'avenir. Et c'est vrai que c'est tout à fait passionnant ce qui est en train de se passer. Vous êtes, alors, sur le plan de l'entreprise, etc., vous, en tout cas, c'est quelque chose qui est là, et est-ce qu'on a vraiment pris à bras-le-corps le problème, ou on peut pas le prendre à bras-le-corps, parce qu'effectivement, on tomberait sous certaines accusations. C'est quoi On n'a pas pris à bras-le-corps le problème, parce que, si vous voulez, encore une fois, il y a toujours ce problème de tabou, de discrimination, qui est bien réel en France. Ce qui se passe, c'est qu'on est passé dans une autre séance historique actuellement, et que, depuis la chute de l'État islamique, qui n'a pas complètement été écrasé. Non, mais qui n'est plus... Ça s'atténue. C'est-à-dire que d'un seul coup, les gens se rendent compte que voilà, maintenant c'est fini, on ne peut plus leur demander ça, on ne peut plus leur demander ça, mais néanmoins, ça existe toujours. C'est-à-dire que ce qu'ils ont gagné en termes de... Ça n'est pas... Ils l'ont. Donc ils vont essayer de négocier d'autres choses, peut-être, d'ici là. Ce qui est à eux est à eux, pour l'instant. Merci, Christian Lobjoie. Un livre
passionnant à lire, vraiment. Eh bien, c'est Merci. pour tous ceux qui écoutent Sud Radio et voudraient se le procurer. Ce livre s'appelle La guerre secrète, l'islam radical dans le monde du travail. C'est publié chez Fayard. C'est signé Philippe Lobjoie, journaliste et reporter de guerre, notre invité, et Michel Olivier, son co-auteur. Merci à vous. Merci à vous également, André Berkoff. Demain, Berkoff dans tous ses états révolutionnaires et culturels de midi à 13h avec Céline Alonso. Vous allez nous réviser un peu toutes les chansons révolutionnaires, y compris celles des Gilets jaunes. Je vous rappelle ce moment très important de notre journée sur Sud Radio à 17h. Les vraies voix avec Christophe Bordet, seront en direct d'un rond-point vers Montauban, pendant que Rémi André sera en direct d'un autre rond-point vers Saint-Gaudens. On va prendre le pouls pour parler vrai sur Sud Radio de ce mouvement des Gilets jaunes. Et puis moi, je vous laisse avec un petit peu de gourmandise, puisque Jacques Pessis, pour les clés d'une vie, reçoit son invité Christophe Michalak, un des meilleurs pâtissiers du monde, à table sur Sud Radio.